Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda. Il y a un proverbe qui dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Je suis toujours plus convaincue que l'amitié a les mêmes caractéristiques que la vengeance. La vraie amitié, tu la reconnais seulement après un certain temps. Et, parfois, après une longue absence. Je me souviens toujours de toi, de l'odeur de ton cigare qui contaminait tous les lieux par où tu passais. Et je pense que l'amitié doit forcément être un plat qui se mange froid, parce qu'après tellement de temps, ton souvenir continue de me poursuivre. Cela était une amitié intense et tumultueuse, comme le vent dans la tempête, comme toi, comme moi. On était les mêmes, avec les mêmes curiosités et les mêmes peurs. La même profonde solitude qui nous surprend inévitablement après avoir vécu des vies tellement intenses. Seulement maintenant, en traversant en avion la Cordillera de los Andes, je me rends compte combien notre rencontre a modifié ma vie à jamais. Aujourd'hui, je retourne seule dans ton pays. Beaucoup de choses ont changé depuis ma dernière visite. Le Chili s'est réveillé d'un long sommeil qui perdurait depuis plus de 30 ans et je veux voir ce qui se passe. Pour toi, pour moi, pour laisser une trace, un grain de sable qui témoigne de ces changements. Tout a commencé le 18 octobre 2019. La hausse des tarifs du métro a été la goutte de trop. Les étudiants ont décidé de manifester. La population a suivi. Qu'est-ce qu'ils demandaient? Des changements. Les Chiliens exigent des pensions équitables, des emplois décents, la santé publique et une éducation gratuite. Non seulement l'État chilien et sa constitution sont remis en question, mais son modèle économique et politique appelé néolibéralisme. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de plusieurs problèmes sociaux et politiques. Pour les étudiants, ce n'est pas plus les 30 pesos d'augmentation que les 30 ans passés qui comptent. Le point de départ de tout cela est la dictature de Pinochet, car la dictature et la transition à la démocratie sont deux parties du même modèle économique et social, qu'est le modèle néolibéral. Le Chili a connu l'une des dictatures les plus sanglantes du monde latino-américain. Plus de 30 000 ont été victimes d'enlèvements et de tortures. Sur ce nombre, 2298 ont été tués et 1209 ont disparu. Beaucoup de ces histoires n'ont pas encore fait l'objet d'une enquête. Les enquêtes sont régies par l'ancien code de procédure pénale créé pendant la dictature qui garde secrets les documents, témoignages et informations de base fournis par les victimes de la dictature de Pinochet. L'État chilien et sa constitution sont le résultat d'intérêts et d'accords qui prennent leurs racines dans un conflit, dans la dictature militaire, né sous le plan des États-Unis puis dirigé par Augusto Pinochet. C'est un État politique. Il ne cherche pas à arrêter le conflit, mais au contraire cherche à le gérer, à l'intégrer. Lorsqu'à la fin des années 80, son gouvernement dictatorial a commencé à déranger éthiquement les entreprises et le libre-échange, la transition vers la démocratie a pu résoudre ce malaise. Cette transition n'a jamais su inclure les mouvements sociaux qui ont lutté contre la dictature. Au final, ce n'est pas si bizarre que ces protestations d'aujourd'hui au Chili aient surpris la classe politique. Cette situation est révélatrice de la scission et de l'éloignement de la politique avec la société, du découplage du social et du politique, fondement de la transition vers la démocratie, qui excluait et subordonnait les mouvements sociaux qui se sont battus contre la dictature. C'était en quelque sorte le résultat de l'adaptation du centre-gauche, démocrate chrétien, socialiste et parti pour la démocratie, à la Constitution de 1980, héritée de la dictature et du modèle néolibéral. La première adaptation à la Constitution des années 80 a conduit à l'élitisation ou à l'oligarchisation de la politique.
Dans ce contexte, la droite, pour des raisons évidentes, et le centre-gauche, assimilés aux logiques néolibérales, ont amélioré leurs revenus, notamment les parlementaires et les hauts fonctionnaires, et ont vidé progressivement la politique de contenu idéologique. Ils ont transformé le concept de choses publiques en logique de marché, créant une légitimité qui a permis à l'élite et à la société de vivre, comme dirait Gramsci, comme une démocratisation passive d'en haut. Mais, comme le marché répond à la logique du marché et non du public, l'évolution des variables macrosociales, comme l'appelleraient les experts, a suffi à révéler la fragilité de ce pacte social. Concrètement, cette logique fait que 1% de la population chilienne s'enrichit alors que les 99% restants de la population doivent travailler pour que le 1% puisse continuer à leur accorder du crédit. Les véritables protagonistes des mobilisations, ce sont les étudiants. Les lycéens, depuis le 18 octobre, ont joué un rôle moteur dans les mobilisations. Ils ont été les premiers à lancer la campagne contre la hausse des tarifs du métro, la hausse qui a conduit à la mobilisation de tous les autres secteurs. Boycotter le système de transport signifiait boycotter tout le système. En ce sens, les étudiants donnent un exemple de dignité à la résistance au modèle néolibéral dans lequel nous vivons. Le 18 octobre, la normalité imposée depuis plus de 40 ans par la dictature est rompue. Cela a dû être brisé. C'est une révolte qui ne correspond pas seulement à ce gouvernement, mais qui aurait pu être brisée également sous le gouvernement de Michel Bachelet. Car nos revendications n'étaient pas entendues. Les lycéens ont ouvert la conjoncture et ont assumé un rôle multidimensionnel. Nous sommes ensemble dans la lutte pour le logement, la santé, l'eau, le droit à la terre, dans les populations, avec les travailleurs et les syndicats. Il faut préciser que l'augmentation du métro ne nous a pas touchés directement, mais elle a touché nos voisins, et l'empathie et la solidarité au sein de la classe ouvrière ont surtout prévalu. Les mobilisations ont engendré aujourd'hui environ 2500 personnes incarcérées. Les plus âgés ont seulement 24 ans. Oubliés dans les rapports des organisations des droits de l'homme, traités comme des prisonniers de droit commun, c'est la face cachée de la répression de l'État chilien. Ni la délégation du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ni l'Institut national des droits de l'homme n'ont nommé dans leur rapport les jeunes détenus pour avoir participé aux mobilisations depuis le 18 octobre. Un sujet réduit au silence, auquel ni l'Institut national ni le Haut Commissariat m'ont voulu répondre. La majorité des jeunes détenus sont actuellement incarcérés avec des prisonniers de droit commun. Les prisonniers là-bas meurent de faim, on abuse d'eux, il y a du trafic, de très mauvaises conditions. Certains de ces jeunes détenus que nous défendons sont dans une prison à sécurité maximale, avec des conditions qui vont contre les traités internationaux, car ils sont détenus dans une cellule pendant 23 heures et n'ont qu'une heure de plein air par jour. Il y a toujours eu un conflit avec l'État. Maintenant, il y a encore plus de problèmes avec la crise, mais cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un jeune homme, Kevin Garrido Fernandez, qui a perdu la vie à Santiago 1 en 2018. Nous ne voulons pas d'autres Kevin. Nous avons déposé une plainte auprès de l'Institut national des droits de l'homme, mais cette organisation est malheureusement prise au piège depuis un certain temps dans cette partie. Politiquement, l'Institut national des droits de l'homme a son propre patrimoine et sa propre personnalité juridique, mais ce patrimoine provient du directoire de l'État chilien. Plus précisément, depuis que Sergio Mico a été rappelé par le président Sebastián Pinera, il n'a plus parlé publiquement, ni dans la rue. Le travail qu'il devrait faire serait également d'être positionné par rapport aux détenus. Pendant une semaine, la rumeur a couru qu'un garçon avait été violé en prison. Il n'a pas été violé sexuellement, mais a été battu très durement. Et il a été déplacé de module, mais cela ne résout pas le problème, ni n'assure la protection de sa vie. Le système pénitentiaire chilien est particulièrement corrompu.
Les cercles de circulation et de pouvoir affectent la personne ordinaire face à ce système. De nombreux procureurs ont subi des pressions de la part de l'État du Chili et condamnent chaque jour de nouveaux jeunes. Nous avons rencontré le haut-commissaire aux droits de l'homme, mais l'ONU n'a pas non plus beaucoup de pouvoir en cela. Nous sommes tout à fait seuls et il n'y a pas beaucoup d'organisations qui défendent les droits des jeunes détenus. Il n'y a pas d'organisation des droits de l'homme internationale qui en parle. Les prisonniers viennent toujours de différents côtés et ne se définissent jamais comme des prisonniers politiques, mais préfèrent davantage s'appeler prisonniers de la révolte. Pourquoi ? Dans le passé, le nouveau système politique a décidé d'accepter de pactiser avec la dictature, en lui assurant que le modèle économique ne changerait pas, lui assurant l'impunité pour ses crimes, lui assurant que cela n'allait pas affecter les familles. Et cela nous a conduits jusqu'à aujourd'hui. Et tout le monde y a participé, y compris le Parti communiste. Le crime politique est défini par 2 critères. Objectif, le bien juridique est attaqué, et subjectif, le but qui est engagé. Le but pour lequel les jeunes ont été emprisonnés est une politique de protestation sociale et de lutte. Il est assez paradoxal que les personnes accusées de pillage soient libérées très rapidement, car seulement le crime contre les biens est pris en considération, contrairement aux personnes qui construisent des barricades considérées comme un danger pour la sécurité de l'État. Ce sont des prisonniers qui sont détenus pour leur action politique contre le système, et en ce sens, ils sont des prisonniers politiques. Cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito, más de 1000 versos. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, Je me promène dans les rues de Santiago. De mes yeux, je vois l'effervescence de la révolte. Mon premier jour à la place de la Dignidad, c'est le 31 décembre, à l'occasion de la fête de la nouvelle année. Je suis ivre d'euphorie. Je veux profiter de chaque instant. Je cours vers la statue du cheval, vers la banda commotion, jusqu'à la première ligne qui est en train d'affronter los pacos, les carabineros. Je regarde tout, les yeux grands ouverts, et je pense à toi. Qu'est-ce que tu ferais ici à ma place? Est-ce que tu sourirais? Tu pleurerais? Ou tu rigolerais? Il y a tellement d'émotions sur cette place. Je les vis toutes en même temps. Tout est tellement fort et intense que je pleure, je ris et je souris, une chose sur l'autre. La banda commotion rend hommage à Mauricio Fredes, l'ouvrier mort juste avant que j'atterrisse au Chili, noyé par l'eau du Guanaco. J'ai besoin de m'arrêter, mais je n'en ai pas le temps, ni l'occasion. Je fais un dernier sourire à la place, mais cette fois il est adressé à toi, où que tu sois. Ni la paz de los vinos del mes de enero.
Caminando por este mundo sobreviviendo. 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 Si d'une part les étudiants et les groupes autonomes existants descendent en place de la Dignidad pour demander un changement radical à l'intérieur du système gouvernemental chilien, d'autre part, les partis politiques et les syndicats, un peu pour suivre la voie institutionnelle, un peu par crainte de perdre leurs privilèges, préfèrent suivre les lois dictées par un accord avorté, el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. La Constitution est toujours celle de Pinochet. C'est celle-là qui empêche de rendre effectif le droit à l'éducation, à la santé, à une vie digne, au travail, à une juste rémunération. Si on n'établit pas que la Constitution doit s'engager à faire valoir ses droits, la majorité de la population ne pourra pas en bénéficier. L'accord est composé de 12 points et compose un plébiscite, prévu pour le 26 avril, de la forme suivante. Voulez-vous une nouvelle Constitution? Approuvée ou rejetée? Quel type d'organisme devrait rédiger la Constitution? Convention mixte constitutionnelle ou Conseil constitutionnel? Pour gagner, la convention mixte serait intégrée à part égale par les élus à cette fin, les parlementaires et la parlementaire en fonction. La convention constitutionnelle, en revanche, serait formée par des représentants de la société et dans les deux cas, les constitutionnalistes seraient élus en octobre 2020. La durée maximale pour appliquer la nouvelle constitution serait d'1 an. Un quorum des 2/3 devrait être atteint. Ceci montre que des questions sensibles, telles que le système politique et le modèle économique néolibéral, peuvent continuer, car tout ce qui n'obtient pas les 2/3 du soutien n'entrera pas dans la Constitution, et par conséquent sera réglé plus tard par décret. Je ne connais aucune organisation sociale ou des droits de l'homme qui a approuvé cet accord, car il est fait pour anéantir le mouvement social. Ça ne satisfait pas la citoyenneté, en particulier en relation au genre ou l'intégration des peuples originaires. Ceux-là que les personnes au pouvoir ne veulent pas changer. Malheureusement, presque tous les partis ont accepté la structure de l'accord, et rien ne fait entrevoir un changement sur la stipulation du plébiscite, ni sur l'intégration de l'Assemblée constituante comme option, à part de la Convention mixte et la Convention constitutionnelle. De plus, la majeure partie d'entre eux n'arrivent même pas à se rendre compte que les demandes de la population ne coïncident pas avec l'accord, ni avec leur position politique. Parmi les gens qui se mobilisent, il y a un groupe de jeunes anarchistes qui ont une terrible confusion idéologique. Ils scandent « État assassin », mais ce n'est pas l'État l'ennemi. Ils ne savent même pas ce qu'est l'État. C'est une expression de Bakounine, très ancienne, qui révèle seulement leur manque d'idéologie et d'instruction au niveau politique. Les jeunes anarchistes, ainsi définis par Eduardo Contreras, savent très bien ce qu'ils veulent, contrairement aux affirmations du politicien. Si les partis n'ont pas encore analysé la situation, il semblerait que l'État s'est bien rendu compte de la ténacité de la mobilisation et a créé une politique systématique de répression et de violation des droits de l'homme pour y faire face. Depuis le 18 octobre 2019, les violentes répressions de l'État envers la population civile ont fait 405 blessés oculaires, selon le rapport de l'Institut national du droit humain du 15 janvier. Bien que touchés, blessés à la vue soit un handicap irréversible dans de nombreuses professions, les victimes sont néanmoins jugées. C'est au matin du 1er janvier 2020 que Mathias Orellana, professeur d'éducation physique, a perdu un œil à cause d'une bombe lacrymogène qui atteint son visage. Je voulais aller au Cerro Alegre après minuit.
nous nous sommes réunis avec mes amis sur la colline de Baronne et nous avons traversé l'avenue Brésil. En arrivant à la foire artisanale à la hauteur de la place civique, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait de nombreuses forces spéciales. Nous nous sommes retournés et sommes entrés dans Condel, mais il n'y avait pas non plus de sortie. Nous avions peur qu'ils nous fassent prisonniers. La confrontation a été super forte. Nous l'avons regardé un moment. Un de mes amis était en ligne directe. Attendant qu'il s'approche de moi, je vois un flash puissant, comme un feu d'artifice, et je me jette par terre par réflexe. Pas à cause de l'impact, mais par peur. La dernière chose que j'ai vue était une mer de sang. J'avais l'impression que je me noyais dans mon sang. Là, on m'a transporté et on m'a assis sous une pergola. J'ai demandé qu'on me fasse un garrot, mais personne n'a osé toucher ma blessure à l'œil. Je sentais ma chemise très lourde et imbibée de sang. Un garçon est arrivé et m'a bandé pour me soulager. La crainte du gouvernement est totalement présente, notamment du fait que les personnes qui se manifestent ne sont pas simplement un groupe d'anarchistes tel que défini par Eduardo Contreras du Parti communiste, mais un groupe organisé de personnes, autoconvoquées et autogérées, qui appellent à des changements concrets, qui affectent un modèle, le néolibéral. Ces changements ne dérangeraient pas seulement l'actuel gouvernement chilien de Sébastien Piñera, mais aussi toute l'élite politique, syndicale et institutionnelle qui a déjà trouvé sa place et ses avantages au sein de ce même modèle. À combler le tout, l'impunité des forces armées et de la police. Je n'attends rien de la justice, car je vois ce qui s'est passé ces 90 derniers jours, et je vois qu'il n'y a pas de justice. Je vois ce qui s'est passé en 1973, et je vois qu'il n'y a pas de justice, ni de réparation. Donc, j'ai du mal à croire qu'il y aura justice ou réparation économique pour tout ce qui s'est passé. Perdre ses yeux est horrible. Je suis dans une situation incertaine. Je ne sais pas si justice sera rendue. Je ne sais pas à quoi ressemblera ma vie à l'avenir, car dorénavant, je ne peux plus rien faire seul. Sobreviviendo. Parallèlement à la forte augmentation du nombre de victimes de traumatisme oculaire, un collectif dédié a été créé à Santiago. Ses objectifs : vérité, justice, réparation et plainte auprès du gouvernement Piñera pour toutes les violations des droits humains. Nous devons rendre cette situation visible, car ces traumatismes signifient des dommages psychologiques à la personne et à la famille. L'État ne sera pas responsable des lésions oculaires et c'est pourquoi nous avons décidé de créer cet espace afin qu'il y ait un soutien de professionnels, ophtalmologistes et psychologues ici au Chili pour les victimes. Le Chili est l'un des pays qui compte le plus grand nombre de personnes souffrant de blessures aux yeux, une triste statistique, et la plupart d'entre eux sont jeunes, les plus jeunes ont seulement 14 ans. Ce que nous ne voulons pas, c'est que ces faits soient oubliés. Aucun membre du gouvernement n'a souhaité se joindre à ce jour aux victimes des lésions oculaires ou à d'autres victimes des répressions et tortures actuelles. Le directeur général de Carabineros du Chili, Mario Rosas, est toujours aux commandes après avoir donné des ordres de répression, l'ordre de tirer sur les visages en laissant les Chiliens aveugles et mutilés, et cela est également inadmissible. Cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije sobreviviendo.
Le témoignage de Mathias me laisse sans mots, sans force. Cela prend beaucoup d'énergie de vivre l'intensité de ce moment. Il y a une collection d'éléments tellement variés que les cerner est bien difficile et les commenter d'autant plus complexe. Une effervescence qui peut nous mener un peu partout. Certes, il y a des jolies choses qui émergent. Une pour toutes, les assemblées spontanées des quartiers. Elles naissent pour instruire ses propres voisins, créées par les voisins eux-mêmes. Et les véritables problèmes des voisins ressortent toujours lors des assemblées. Une cause emblématique qui mène à s'approprier le puits numéro 9 de la communauté d'El Melón en mettant l'attention sur un thème, celui de l'eau, emblématique au Chili. La crise n'est pas exclusive au Chili, elle est généralisée en Amérique latine. Il y a des foyers en Colombie, en Équateur, en Argentine, au Brésil, sans parler du reste du monde. Ces mobilisations commencent à partir de 2011, avec le printemps arabe. C'est une crise générale du capitalisme. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui provient d'un système qui ne fonctionne plus. Le modèle est une phase ou une partie du système, et en ce sens, il existe différents modèles au sein du système capitaliste. Tout comme dans le socialisme, il existe différents modèles. Le capitalisme est basé sur deux principes, le protectionnisme et le libéralisme. Et sur cette base, différents types de modèles et de démocratie sont construits. Le nazisme, le fascisme, les dictatures sont différents modèles de protectionnisme. La démocratie et la société de bien-être font plutôt partie du libéralisme. Dans la démocratie, un système démocratique d'élection est utilisé, et dans le protectionnisme, il est imposé afin de protéger les avantages du capital. Le modèle néolibéral arrive au Chili à titre expérimental, puis dans le monde entier. La seule façon de l'appliquer fut par le biais d'une dictature, et c'est pourquoi le coup d'État s'est produit. C'est à partir de là que le modèle du marché libre de Friedman est appliqué. Le modèle néolibéral, pour fonctionner, a besoin de certaines caractéristiques. Pour permettre l'investissement, s'agrandir, le modèle néolibéral a besoin de liberté, celle du marché libre, afin de permettre l'expansion, l'importation et l'exportation des capitaux. Une société protégée, cela est empêché, ne permettant pas l'expansion du modèle néolibéral. Les dictatures d'Amérique latine ont permis l'installation du modèle néolibéral. Mais pour son fonctionnement, les démocraties étaient nécessaires. En fin de compte, la démocratie est propre au capitalisme. La démocratie est un moyen de transmettre les contradictions qui existent au sein du système. Mais lorsque le capitalisme entre en crise, cela ne fonctionne plus. La crise actuelle est définie par le fait qu'il n'y a pas de nouveau marché à conquérir. Le modèle ne peut plus s'étendre. C'est une situation nouvelle par rapport à toutes les crises précédentes, et cela au niveau mondial, et pas seulement chilien. Le problème du Chili n'est certainement pas exclusif au Chili, comme il me raconte José. On vit dans un monde économiquement globalisé, qui a passé d'un capitalisme sauvage à un néolibéralisme désespéré. Il est impossible, à l'heure actuelle, de rechercher une solution au changement climatique, à la migration, à la pauvreté ou aux guerres, sans chercher d'abord une alternative à notre système économique actuel. La peur du changement nous mène vers un cercle vicieux qui, au Chili, prend la forme de l'accord pour la paix et la nouvelle constitution. Ce qui m'inspire beaucoup de frustration, parce qu'il me semble toujours plus que les gens qui sont descendus manifester à la place parlent une langue, et les institutions en parlent une autre. Une tour de Babel sans vue. Et puis tout me manque.
parce que j'aurais énormément besoin de partager ce que je ressens, maintenant. Mais j'ai l'impression que moi aussi je commence à parler une langue que personne ne comprend. Malgré tout, je t'écris cette lettre et garde l'espoir que tu puisses la lire au travers des oreilles des habitants du monde, de mes lecteurs, de mes amis qui essayent de comprendre avec tendresse mon langage, puis de me soutenir, qu'au bien même, ils ne sont vraiment pas d'accord avec moi. Le Chili forme un grain de sable parmi le désert de la société, mais un grain de sable aux yeux grands ouverts, et cela est toujours bon signe. Au revoir, Carlos. Hace tiempo no río como hace tiempo, eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme de Palestina. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Ser solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, rota la sangre, la dentadura buena, mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente, no quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Cómo me reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo.